Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteurs, séries. L'émission du site de référence de la fantasy francophone. Et bienvenue à bord, matelot, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Elbakin.net, le 105e déjà. Aujourd'hui, comme mon champ lexical le laisse supposer, ainsi que le titre de cet épisode, on hisse la grand voile et on lève l'ancre pour une traversée dans l'univers foisonnant, que dis-je, et en même temps profondément ancré dans l'imaginaire fantasy qui est celui des pirates. Alors dans ce numéro, on va pas parler que des pirates, même si ça va être un sujet quand même important. On va parler également de kraken, d'îles maudites, de navires hantés, de tavernes crasseuses, de sirènes pas forcément toutes très bienveillantes, de dieux marins oubliés et de trésors enfouis. Bref, vous avez le thème. Et autour du micro ou du gouvernail, pour étayer cette discussion, nous aurons évidemment Erkekieter, Swiss Potato, Gilocène et moi-même, Giggs. Hello la team, comment ça va ? Ça va. Salut. Ah bah prêt à souquer. Tout le monde est prêt à... Souquer les artibuses. Exact, c'est ça. Et Moi, j'ai pris en des parlant cachets de contre le mal de mer, donc ça va. Ah, toi aussi t'as le mal de mer, parce que moi ça rate jamais. Non, en fait, mais général. c'était juste pour la vanne. Ah non, bah moi j'ai vraiment le mal de mer, c'est terrible. Faut pas que ça tangue de trop. Comme toujours, bien évidemment, n'oubliez pas de nous soutenir par simplement un partage de ce podcast, une note également de ce podcast, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, assorti d'un petit commentaire. Ça ne vous coûtera pas une pièce d'or et ça fait toute la différence, bien évidemment. Allez, paré à virer, c'est parti pour cette discussion. Alors, qui dit pirate, qui dit marin, dit la mer, qui est quand même un monde à part, n'est-ce pas ? Ouais, je pensais même un peu plus que ça. Enfin, c'est un monde à part et c'est même presque une entité à part. Déjà parce que, on va dire, au niveau légal, entre guillemets, c'est un territoire qui est détaché du reste du monde, déjà, évidemment. Et aussi parce que c'est hors des États et des royaumes. On n'a pas tout découpé. Alors aujourd'hui, on parle d'eau internationale, mais ça n'a pas toujours été tout à fait comme ça. Mais bref, il y a quand même une partie de la mer qui échappe aux lois, d'une certaine façon, évidemment. Et on a toujours associé ça, en gros, à un espace de liberté incomparable. Est-ce qu'on est un jour aussi libre sur Terre qu'on l'est sur la mer ? Vous avez 2 heures. Tu sais que j'avais un jour, j'écoutais un podcast et j'avais entendu un mec qui se pensait très très intelligent à dire qu'il avait eu l'idée incroyable de privatiser la mer. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Mettre du capitalisme partout, c'était le premier à y penser, aucun doute. C'était... il avait écrit un bouquin et t'avais l'impression que c'était une idée de folie. J'avais trouvé ça complètement débile. Parce que posséder la mer, il est bien mignon, mais je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment se vanter de contrôler la mer, enfin, en dehors des moyens humains, c'est-à-dire j'ai des petits bateaux et j'ai des sous-marins, mais globalement, la mer, elle est à peu près hors du contrôle humain. On l'apprivoise pour un temps, mais en fait, on est toujours un peu à sa merci, parce que le jour où elle vous fracasser la gueule, on peut pas faire grand-chose. Et puis accessoirement, la mer, c'est les profondeurs insondables quand même. C'est source Exactement. de trouille pour un certain nombre de gens, dont moi, sans aucun problème. Et moi aussi. Sachant que même encore aujourd'hui, avec toutes nos grandes connaissances et toute notre technologie, on sait encore pas grand-chose en fait sur ce qui se passe dans les abysses, sur ce qui se passe sous la mer tout court d'ailleurs. On sait pas mal de choses, mais par rapport à tout ce qu'il y a à savoir, c'est à peu près une cacahuète, nos connaissances. Et finalement, pour l'imaginaire, c'est un terrain de jeu assez exceptionnel en fait, parce que par rapport au côté terrestre où on connaît plein de choses, en tout cas beaucoup plus, finalement le côté inexploré, mis à part la mer et l'espace, mais l'espace on est en fantaisie, alors on peut presque dire qu'on s'en fout.
Presque. Je suis en train de regarder For All Mankind. Je t'avoue que ma foi, c'est assez intéressant comme dystopie. Pour info, c'est une série où les Russes ont planté le pied sur la Lune avant les Américains et tout part de là. Mais c'est intéressant, c'est la conquête spatiale. Bon, après, il y a de la fantaisie dans l'espace aussi, en vrai, mais c'est pas le Mais sujet. il y a effectivement de la fantaisie dans l'espace. Mais c'est effectivement, ouais. Mais tu as raison sur le fait de dire que la mer, enfin l'océan, ça reste quand même terra incognita en grande partie. Et dans un siècle comme le nôtre, où effectivement, comme tu dis, sur Terre, on a découvert peut-être pas tout, mais en tout cas on s'en rapproche. C'est fascinant finalement de se dire qu'il y a énormément de choses qui restent encore non découvertes et qui permettent justement de libérer un peu l'imagination. Enfin moi clairement, c'est aussi pour ça que la mer, moi ça me fait vraiment flipper. Bon, de toute façon, je suis jamais vraiment à l'aise quand j'ai plus les pieds sur terre. Justement à cause de ce côté insondable dont tu parlais en fait. Moi, ça me fascine autant que ça m'effraie parce que c'est un aspect de notre planète qui est pas du tout maîtrisé. Et si on parle des abysses, c'est encore pire. Encore beaucoup de choses à découvrir, tant au niveau de la faune que de la flore. C'est vraiment un terreau parfait, je pense, pour des histoires que ce soit de fantasy, de fantastique, ou même d'horreur. Parce que, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais la mer, je la vois beaucoup comme une menace. D'ailleurs, on rappelle qu'on connaît mieux la surface de la Lune, que Gilou connaît bien aussi, que les abysses en fait. Donc oui, c'est vrai que la mer, ça reste quand même un élément qui nous est complètement mystérieux. Puis il y a aussi cette espèce de côté, c'est de là où on vient tous, on vient tous de l'océan primordial de la vie, et pourtant c'est un lieu qu'on ne connaît pas. Et puis pour rebondir sur Lovecraft, alors déjà, oui, Lovecraft a vraiment créé un univers très riche avec ses grands anciens et tout ce qui va avec, mais on en rappelle quand même que c'était une sombre merde raciste, sexiste, et puis, enfin, je sais pas, moi j'ai lu quelques écrits, dont notamment Cthulhu. T'as assez vite envie de jeter ce livre contre les murs, mais oui, par exemple, Cthulhu, c'est toute une histoire maritime avec une créature qui dort dans les abysses, avec une cité perdue, et tout ce qui va avec. Et il y a aussi Dagon. Là, c'est le cauchemar d'Innsmouth qui est tout un village de pêcheurs et tout ce qui va avec. Donc oui, il y a quand même... oui, justement, il s'est inspiré des horreurs qu'on peut imaginer dans les abysses. Et d'ailleurs, quand on voit les poissons des abysses, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour avoir des monstres. Par contre, oui, alors souvent, juste pour info, les photos qu'on voit ou les images qu'on voit, ça nous donne une impression très démesurée de ces bêtes, mais souvent, elles ne sont pas très très grandes, hein, quand même. Mais il y a de quoi faire des cauchemars. Moi, le simple fait de ne pas voir le fond, c'est bon. J'ai déjà peuplé ça de tout un tas de trucs et c'est une angoisse sans nom. Qui est ridicule, hein, mais... Après, ça peut se comprendre, parce que notamment les grands prédateurs, donc quand on pense aux orques et aux requins, eux, ils ont des moyens de ne pas être détectés dans la mer. C'est pour ça qu'ils sont foncés en dessus et blancs en dessous, parce que comme ça, ils sont indétectables et du dessus et du dessous. Donc en plus, les grands prédateurs sont très sympathiques dans ce genre de lieu. Je suis d'accord avec ce que vous dites, les abysses, rien que le fait effectivement que c'est noir total, moi ça me renvoie peut-être à mon enfance où j'avais peur du noir, mais il y a vraiment ce côté, c'est sans espoir quoi. Et puis ça continue à descendre et à quel moment ça s'arrête 11 000 mètres. Je veux dire, c'est... L'implosion. Ouais. Oui, l'implosion, oui, on en parlait en off parce qu'on parlait de cette affaire de l'Ocean Gate avec le sous-marin, Titan. le sous-marin, le Titan, effectivement, qui a Qui implosé était pas trop digne de juin son nom. 2023. Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais. Qui était parti pour explorer le Titanic et qui, pour le coup, a fini à côté, hein, malheureusement. Mais ouais, moi, c'est clairement quelque chose que jamais je pourrais faire de ma vie, quoi. Mais si vous voulez vous réconcilier avec les abysses et les fonds marins, il y a Balade Mentale qui a fait des vidéos très intéressantes là-dessus, justement, qui montrent un peu la vie et l'état des connaissances actuelles, qui est un youtubeur. On ne trouvera pas du coup la cité de R'lyeh. Aux dernières nouvelles, non, ils ne l'ont pas trouvé. Lovecraft, ouais. Pour apporter une petite précision, donc le mythe de Cthulhu, moi je pense, pour moi la référence principale ça reste l'appel de Cthulhu, la nouvelle, où on a la description clairement de Cthulhu qui sort de l'eau. Je pense qu'à mon avis il laisse un pêcheur qui en fait un peu les frais il me semble. Dagon
elle est dans la nouvelle Dagon du même nom. Et le cauchemar d'Innsmouth, c'est la nouvelle qui a le même nom. Je vois Gilocène qui rigole. Voilà, mais je voulais le repréciser quand même. Et le cauchemar d'Innsmouth, pour rappel, si vous ne l'avez pas lu, c'est simplement un village qui est sous influence d'une entité maritime. C'est un des grands anciens, mais je sais plus lequel c'est. Oui, Et c'est il y a ça. des hommes Et ils poissons. ressemblent tous à des Voilà. poissons. Mais effectivement, quand on la lit, ça fait un peu fond un petit peu de racisme. Je pense que tu peux enlever le petit fond, il est quand même très très raciste et très très sexiste quand il les traite de sauvages dégénérés. Il y a effectivement des termes qui sont assez difficiles qui passent assez difficilement. Mais il a dit qu'il avait changé à la fin de sa vie. Alors, Ouais, bon, c'est un peu facile. Ça n'empêche je pas note- que quand il a écrit ça. Ouais, non, c'est sûr. Que effectivement, ça a vieilli. Assez mal. On peut aller, mais doucement, on n'a parlé que des trucs horribles sous l'eau, il y a aussi des trucs pardon. chouettes, enfin. Il y a des gens qui ont rêvé de royaumes sympathiques avec des sirènes, des perles et des poissons qui chantent. Il y a des La trésors petite fabuleux, sirène, effectivement. des sociétés entières. Alors, pas forcément sympathiques, je pense, pour les humains, mais pour eux, c'est peut-être chouette. Mais oui, il y a aussi les monstres avec des dimensions. Pour le coup, je trouve que c'est un truc aussi qu'on a moins sur... Enfin, si, on l'a sur les dragons, etc., mais que l'océan se prête plus aux monstres aux dimensions surdimensionnées, Énorme. ce qui n'a aucun sens, mais... Il y a de la place. Oui, il y a de la place et on a déjà une référence réelle. Je veux dire, je suis pas sûre que j'ai très envie en réalité de me retrouver à côté d'une baleine pour me rendre compte que je suis l'équivalent d'une sardine, quoi. Ou des raies mantas qui sont gigantesques aussi. Je crois que c'est 6 mètres d'envergure. Mhm. On a déjà des choses assez concrètes finalement pour se rendre compte que sous l'eau, c'est effectivement un monde qui est différent. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça tout à fait pertinent. La mer, c'est effectivement un peu comme la nuit, quelque part. On a peur du noir quand on est môme, mais quelque part, la mer, je trouve que c'est un peu le même feeling, en fait. C'est un territoire qui est insondable, qui est inaccessible à nos sens, en réalité, parce que on voit pas sous l'eau, on respire pas sous l'eau. Pour aller explorer tout ça, ça demande tout un tas d'accessoires, et passer un certain point, on peut pas y aller, en fait. Et de fait, on peuple ça très facilement de tout un tas de rêves et de cauchemars. Justement, Lovecraft, mais il est très loin d'être le seul. C'est vraiment une incarnation de l'inconnu qui persiste même quand on est adulte, en fait. Parce que peur du noir, c'est quelque chose normalement qu'on arrive à vaincre, même si il y a des adultes qui ont encore peur du noir et c'est ok, hein. On a tous peur de trucs pas toujours très rationnels. Mais je trouve que ce côté vraiment insondable est une bonne incarnation, une bonne justification on sait littéralement pas ce qu'il y a sous tous ces litres d'eau. Et sans compter que la technologie est pour l'instant relativement à ses limites quand même. Il y a un autre biais aussi sur... je vais vous rabâcher des trucs chiants à chaque fois, je crois. Sur les connaissances qu'on a aussi sur la faune aquatique, et qui est valable en fait aussi pour la faune terrestre, c'est qu'on a un énorme biais, qui est parfaitement connu aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à étudier les espèces entre guillemets sexy. Donc les bestioles qui sont mignonnes, qui sont... et comme dans la mer, on a pas mal de trucs qui sont pas très beaux, selon nos critères... Ouais, mais c'est un peu ça, en fait, selon nos critères humains. Si, on connaît un peu mieux, en gros, les poissons colorés qui sont beaux, mais les trucs moins sympas, en fait... déjà, les concombres de mer, ça fait moins rêver, même s'il y en a qui sont colorés, tout ça est un peu plus sympa, mais en gros, il y a tout ce côté-là qui joue beaucoup sur la recherche, mine de rien, et on sait que en gros, les dauphins qui ont une cote de ouf, on a fait plein d'études dessus. Alors ok, ils sont intelligents, mais c'est pas que ça. Les poissons sont pas des gros débiles tous non plus, hein. Et on s'en sent beaucoup. J'avais lu un article là-dessus, ouais. J'avais lu un article dessus qui disait qu'effectivement la recherche scientifique avait ce biais-là. Alors que moi je trouve que plus c'est moche, plus c'est intéressant. Mais et puis il y a un autre côté aussi, c'est qu'ils sont très différents. On a beaucoup plus de facilité à se projeter sur un mammifère terrestre que sur une bestiole qui vit dans la mer, en fait, dont on est beaucoup plus différent. On a plus de mal à se dire qu'un poisson, quand il se fait pêcher et qu'il suffoque sur un bateau, il souffre. Monde alien. Ouais. Quelque part. À portée de main, pour le coup. À portée de main. Plus que l'espace. Qui a ses propres codes, sa propre manière de fonctionner. Ça reste j'y pensais là quand on discutait, mais ça reste un univers où quasiment la plupart de la faune
est capable de se déplacer de haut en bas, à gauche, à droite, sans problème. Nous, êtres humains, on peut pas voler. Il nous Donc, faut des difficilement, accessoires. prenez un dauphin, il y a un déplacement en fait Il peut pas voler non plus. Hein. Il peut pas voler. Je m'inquiéterais un Elle a petit des peu. poissons volants, mais ils vont pas très Ouais. haut. Non, mais on est sur un univers effectivement, ouais, qui fait presque une autre planète, alors dans la planète, quoi. Bah, sur le côté généraliste, du coup, de la mer en fantasy, il y avait les... Alors, je sors toujours des vieilleries, parce que j'aime ça. Les éditions de l'Oxymore, qui publiaient à l'époque des recueils de nouvelles thématiques, avaient fait un recueil sur la mer. Je pense que c'est le genre de choses qui se trouvent avec beaucoup de chance en occasion, et il faut un certain nombre d'années pour les trouver. Moi, je les ai presque tous, parce que je les achetais à l'époque d'occasion, mais ça se trouve encore, et voilà. Donc, comme quoi, c'est une source d'inspiration suffisante quand même pour qu'il y ait aussi, pas que des romans, il y a aussi des nouvelles. Oui, mais tu parles de nouvelles justement, RK, moi ça me fait penser à la fameuse nouvelle de Dino Buzzati, Le Cas, qui était une nouvelle que je ne voulais pas lire quand j'étais plus jeune, parce que rien que le résumé me terrorisait. Pour rappel, hein, c'est l'histoire d'un homme qui, il me semble, est poursuivi plus ou moins toute sa vie par une créature, une espèce de grand squale. Toute sa vie le poursuit. Lui est persuadé que cette créature lui veut du mal. Il est marin et il passe sa vie à la fuir. Et une fois qu'on arrive à la fin, donc il y a un twist. Ça fait changer complètement de perspective, et effectivement il y a cette interrogation sur notre manière de penser, de voir un peu sa vie, etc. Voilà. Mais tout ça pour dire que cette nouvelle m'avait... elle est super, hein. Elle est super, je l'ai lue plus tard, mais quand j'étais plus jeune, elle me faisait... rien que le fait d'y penser me faisait peur. Ça peut te rassurer, moi j'ai même pas Parce que- besoin d'être dans la mer pour avoir peur, hein. Un lac où je vois plus le fond, ça y est, c'est déjà... Il y a Sur- des silures potentiellement, dans les tu lacs. Les silures, ça peut faire 8 Ouais, mètres c'est de vrai que long quand même, ouais. je crois. Ouais, Ouais, puis les je suis sûre silures, que le c'est- kraken c'est- d'eau douce, on n'en parle pas assez. Mais je suis sûre, il y a moyen. Mais ça pourrait être une thématique, tu vois. Il y avait eu un super film sur Netflix l'année dernière, avec un requin dans la Seine. Ah mon Dieu. Voilà. Vous l'avez. Ah non, mais Voilà. j'en ai Là, entendu ça s'appelait parler. Sous la Seine, justement. Parce que je Ouais, connais quelqu'un Voilà. qui connaît le réal, je crois. Oula, ah ouais. Non, mais on va pas parler de ces choses-là. Non. Sinon, non, on peut non. parler de Sharknado aussi, hein. Alors, si vraiment on est On peut prêt à pas- aller on- creuser dans il- des trucs horribles. des Horribles trucs, par ouais. discutable. Pour le coup, c'est presque fantasy, hein, des tornades de requins. Le meilleur de Enfin, la mais fantasy, bien sûr. Le meilleur de la fantasy. On dirait un et truc d'Erickson l'imagi- tellement c'est épique. L'imagination à son meilleur C'est ça. dans ce qu'il y a de mieux à te proposer. Non, moi je voulais évoquer la mer comme frontière symbolique. Donc là pour le coup on part sur autre chose. On change de cap, au-delà tu de veux la dire? menace. Exactement, on change de cap. Oh là là, je sens qu'on va la refaire celle-là. Non, en fait, la mer, c'est souvent dans certains romans aussi un passage initiatique. Pour reprendre ce que disait Campbell, hein, la transformation, elle participe un peu à la transformation du héros, quoi. Enfin, je pense à Terre-Mer d'Ursula Le Guin. La mer, elle est aussi spirituelle que géographique, en fait, parce que chaque voyage va être lié à une quête de vérité ou de connaissance intérieure. Mais lisez Terre-Mer si vous l'avez pas lu, c'est très très bien. Et en général, lisez Ursula. Ursula est une femme formidable. Ursula Le Guin, oui. Il y avait également la mer comme utilisée plutôt comme, j'allais dire, mythe ancien ou mémoire. Ça va être un endroit qui va garder les secrets du passé. Alors, t'en parlais tout à l'heure, Hercule, donc les cités englouties, des dieux oubliés, des civilisations perdues comme l'Atlantide. Moi, ça me fait. Enfin, l'Atlantide, moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est vraiment. Moi aussi. J'adore. Toi aussi? Ah mais ouais, Euh, n'oublions pas qu'il y a un sujet Atlantide sur le forum, juste parce que Ouais. justement, j'attends toujours que quelqu'un la découvre. Donc, Eh ben voilà. ça fait 25 ans que ça dure. Mais Donc, on considère non, pas mais que c'est la civilisation minoenne, ça Oui, je crois qu'il y avait un aujourd'hui truc comme ça. Ouais, mais oui, bah ça on va dire que c'est l'explication officielle. Mais Très non, bien, c'est- pardon, je ne voudrais pas casser vos rêves. Je n'ai rien Et dit. non, Est-ce que Alien vous pourriez résumer ça à un profane parce que... En La fait, civilisation minoenne? Non. non, mais la civilisation pas. minoenne, D'accord. c'est une civilisation qui était avant la civilisation grecque et du coup qui était assez avancée. Donc Platon,
s'est inspiré pour son Atlantide, et puis des historiens ont plus ou moins retrouvé que ça correspondait à un moment où la civilisation minoenne a disparu à cause d'un volcan ou quelque chose comme ça, je sais plus trop quoi. Oui, Il y a un truc ouais, bah comme oui, ça, hein. Et en qu'en fait, Crète. du coup, c'est l'Atlantide, bah, c'est juste ça, finalement. Et C'est on un a peu. trouvé Bah, dessus c'est. dont on sait toujours pas Mais trop à Bah, quoi ça sert, hein. je rappellerai quand même que Platon a dit que c'était au-delà des colonnes d'Hercule, donc, donc de Gibraltar. Donc excusez-moi, mais Oui, mais ça me colle Platon, il a pas pas trop dit avec la... beaucoup de conneries quand même aussi, hein. Je ne sais pas, sûrement, mais bon, en attendant, je me dis, en tout cas, c'est quelque chose qui personnellement me fait toujours rêver. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un vieux Indiana Jones en jeu vidéo qui était Indiana Jones et le secret de l'Atlantide, si je dis pas de bêtises. Ils auraient mieux fait d'adapter celui-là en film. C'est clair que l'Atlantide, quand tu parles de ma mère qui garde les secrets du passé, on est en plein dedans. Et puis, de toute façon, même au-delà, plus sérieusement, le mythe de l'Atlantide, il y a aussi ce côté, justement, de la civilisation qui s'est écroulée par hubris. Donc, voilà, c'est On une n'a pas. leçon qui résonne toujours aujourd'hui, là aussi. Ouais, c'est clair. Nous, on va Mais juste ça me s'effondrer fait parce qu'on est trop cons, penser. hein. Oui, mais on peut être con et orgueilleux. Est-ce C'est que vrai. c'est pas ça l'hubris? Corrigez-moi si je me trompe, mais dans Nadia et le secret de l'eau bleue, ils sont pas en quête de l'Atlantide justement? Si, je crois bien. Ouais, il me semblait que c'était ça. Je regarde. Et c'est une adaptation non très libre de 20 000 lieues sous les mers. Oui, oh, ça c'était très libre, oui, c'est Oui, sûr. oui. C'est ouais, très Mais libre. c'est ça en fait. Il y a l'équipage, il y a les Néo-Atlantes et l'équipage du Nautilus qui est commandé par Nemo. Voilà. Et du coup, après, oui, ils convergent vers l'Atlantide, machin. Oui, Ouais. au cas où ça ne parle à personne, on va appeler les petits Gligli. C'est le fait par le créateur d'Evangelion. C'est sa première série avant. Enfin, c'est la série avant. Oui, Un peu plus ça simple à oui, suivre, Oui. c'est ça. on va dire. Un peu plus. Et Oui, d'ailleurs, il y a des anges qui se déplacent sous l'eau dans Evangelion. C'est oui, dans un volcan. oui, tout à fait. Puisqu'on parle d'ange, justement, merci Swiss pour la transition, pareil du coup, créature, mais pour le coup créature marine, hein. Les sirènes, RK, tu voulais en parler un peu? On parlait un peu, je suis pas spécialiste des sirènes, même si j'en ai toujours une sous le coude à vous sortir un de ces jours. Pas de sirène, hein, une spécialiste des sirènes. Je n'ai pas de sirène qui vit. Oui, parce que j'ai cru, je me suis dit, waouh, Voilà. elle connaît une vraie sirène. Non, j'ai pas de baignoire déjà, donc je ne peux pas abriter une sirène, hein, c'est pas possible. Mais ouais, donc j'ai l'impression surtout que les sirènes, ça a un petit regain de popularité ces dernières années. C'est assez récent même, notamment du côté de la romance, enfin de la romantaisie. Il me semble qu'il y en a eu, enfin de romance, et pas que, hein, mais il me semble qu'il y en a eu un certain nombre, enfin en tout cas dans ce que j'ai trouvé, parce que je n'ai rien lu de tout ça. Mais il y avait Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, qui, si je dis pas de bêtises, doit être le premier tome d'une trilogie. Il y a Le Trône des Sept Îles d'Adeline Grace, qui est pareil avec des histoires de sirènes. Sing Me to Sleep de Gabby Burton, qui je crois est pas très... c'est une sirène pas très sympa. Je crois qu'elle tue pas mal des gens, par exemple. Il y a Le Dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scroballard, entre autres, parce que je pense qu'il y en a d'autres. J'ai vu aussi pléthore de titres obscurs en romantaisie pure, à peu près toutes les nuances possibles de romantaisie avec des sirènes. Voilà. Oui, avec des sirènes, je voulais citer, enfin avec une sirène, je voulais citer aussi le roman La sirène de Black Conch de Monique Roffet, qui se passe un roman qui se passe dans la mer des Caraïbes et qui était sorti il y a 2 ans et sur lequel j'étais tombé tout par hasard et qui est chroniqué d'ailleurs sur le site puisqu'on peut le rattacher à la fantasy et qui était pour le coup très éloigné de la fantasy et vraiment pas mal pour ce qui est d'une revisite, on va dire, de l'image que l'on se fait de la sirène, très éloignée, enfin très éloignée de ce qu'elle est devenue, on va dire, avec Disney là aussi, puisque si on repart des sirènes, on va dire de la mythologie, c'est pas vraiment la même chose. Mais voilà, c'était un roman vraiment pas mal et je vous le conseille. Je suis pas sûr qu'il soit sorti en poche, mais voilà, vraiment, si vous voulez jeter un coup d'œil à la chronique en attendant, mais il m'avait en tout cas vraiment beaucoup plu il y a 2 ans maintenant. D'ailleurs, tu parles des sirènes mythologiques, mais j'ai pas. Alors, je dis peut-être une grosse bêtise, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit qui se soit
pencher sur la figure justement de la sirène version grecque en fantasy Ah, récemment. alors là, Tu parles de la sirène qui attire Bah, de la sirène dans... surtout qui a pas une queue de poisson en fait. Non, parce que généralement, c'est des harpies plutôt dans ces cas-là. Enfin, actuellement, enfin, moi, c'est parce que je pense à Baldur's Gate 3 où il y a un truc avec des harpies qui chantent et du coup, ça me fait penser que c'est, à mon avis, plutôt des sirènes mythologiques que vraiment des harpies. Oui, 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 je pense que Moi, je re- on est plus sur quelque chose comme ça, ouais. je revenais sur le royaume assassiné de Alexandra Christo que tu as cité. Mais en fait, c'est une réécriture de la petite sirène. C'est Si je bien dis pas de possible. bêtises. Je pense qu'il y en a eu pléthore Parce que c'est aussi. une princesse sirène, c'est une princesse sirène qui tue des humains pour voler leur cœur et qui affronte un prince chasseur de monstres. On se doute bien que l'affrontement va passer va passer en mode romance, j'imagine. Je ne suis pas le Mais, public. moi, je voulais évoquer, tant qu'on parle encore des sirènes, une récente sortie d'Argile, donc c'est Chlorine de Jade Song, et qui parle, selon moi, de sirènes et qui Ah se oui. passe dans l'univers de la natation. Oui, oui, ça parle de sirène, Alors, ça oui. Mais c'est pas de la oui, fantaisie. alors ouais, je sais que RK, toi, tu l'as, tu connais le titre pour le coup. Ah bah, Donc c'est pas de la pas fantaisie que le du tout. titre, du coup, je connais le texte. Tu connais le texte, ouais. Je Ouais, connais ouais. plutôt bien le texte. Mais quand je... Ouais, Mais oui, oui, c'est pas de la fantaisie, mais pour le coup, oui, ça parle de sirènes, ça parle aussi de la fascination pour les sirènes, et, et ça parle de natation, en effet. Je n'en dirai pas beaucoup d'accord. plus, mis à... Mais on n'est pas, afin d'orienter un petit peu Non, on n'est pas du tout dans les gens la, qui nous on écoutent. n'est pas du tout dans la fantaisie, on est dans le body horror, donc voilà, Voilà. c'est pas la même ambiance. Donc si le body horror est votre tasse de Après, il y a, café, alors si on tire ça par les cheveux avec beaucoup d'énergie, on peut supposer qu'il y a une petite touche qui n'est pas tout à fait réaliste, mais qui est vraiment, c'est de l'ordre de toute petite touche, quoi. Je me d'accord. posais la C'était question pour sur évoquer le film La forme de l'eau. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un peu de l'inspiration sirène dedans aussi? Sachant que je ne l'ai pas vu et que je... C'est pas une histoire d'amour avec un crustacé? Oui, enfin, c'est un homme poisson, mais c'est un, ouais, Voilà, c'est oui, un peu le pas principe vraiment des un crustacé, sirènes. mais- Hein, Merci pour le résumé. Mais il me semblait avoir vu un mème, mais je crois que c'était Gilo qui m'avait envoyé ce mème Ah avec bon, les ouais. Simpsons. Oui, tu m'avais résumé la forme de l'eau avec Homer qui se prenait d'affection pour son homard. Ah oui, ça marre, mais effectivement, mais là, c'est pas. Si, bah, clairement, je pense que la forme de l'eau, ça colle tout à fait au sujet, hein. Enfin, la figure de la sirène, si ce n'est que c'est un sirois. Mais, mais, euh, mais oui, oui, non, bah, ça s'applique ça s'applique tout à fait à ce genre de figure, on va dire, un peu. Enfin, de créatures, pas mythologiques du coup, mais marines. Mais qui gardent quand même une dimension, on va dire, humanoïde, pour ne pas dire humaine. On a pas mal parlé des sirènes, donc je vous ferai grâce du char de poule qui en parle. Baignade interdite, si vous voulez le lire. Mais ça existe Mais ça parle encore, de chair de sirène et- poule? Ah oui. ouais, bien sûr, Oui. mais c'est une super vente, char de poule. Bien sûr. Encore? Mais Ça se vendait sort quand j'avais toujours, 10 ans. ça sort toujours beaucoup Ah en oui. bibliothèque. Ah ouais? Je pense Ouais. que R.L. Stein est multimilliardaire. Ah, il est blindé. Il est Non, mais il y a de nouveaux films, de nouvelles séries. Ok. Non, ça une s'arrêtera nouvelle jamais, je série et pense. tout. Ouais, Je pense que j'en ai jamais lu un seul et c'était tellement hype quand j'étais gamine. Ah, mais moi, c'était la maxi hype. Hein. C'était les premiers, je pense, en plus, à Ouais. peu près. Enfin, je crois qu'on est à peu près Oui, c'était. on est à peu près aussi vieux. Oui, Aussi jeune, moi, pardon. je suis jeune, donc ouais, voilà. Mais oui, non, mais c'était la méga hype. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que c'était la hype autour de bouquins, parce que je suis pas sûr d'avoir. Il y a eu les Animorphes aussi. Ouais, bah moi, ouais, j'ai été en plein dedans dans les Animorphes, effectivement, pour le coup. Effectivement, donc il y a le fameux baignade interdite avec sa couverture. Vous avez un requin marteau qui s'apprête à manger les pieds du héros. Mais pour parler un petit peu au-delà aller un peu au-delà des sirènes, parce qu'il n'y a pas que ça hein, dans le bestiaire aquatique. Hein, il y a aussi d'autres créatures marines. On l'a mentionné tout à l'heure, hein, mais dans les abysses, il y a
c'est le territoire des créatures inconnues et à la fois inquiétantes et également passionnantes. Non, je voulais mentionner The Scar de China Miéville, où on a, si je ne me trompe pas, un kraken dans le roman. On a cité, bien évidemment, on a cité Lovecraft, on a cité les terres-mères. Ah, moi, il y a quelque chose que je voulais citer, c'était les petites... c'est par petites touches, mais Scott Lynch, dans Locke l'Amoral, notamment le tome 1, on a un duel de gladiateurs sur pilotis avec des requins sauteurs. Et ça, j'avais trouvé ça génial comme idée. J'avais trouvé ça super. Alors, j'ai Gilles Sen qui rigole, mais ça Je ça t'avoue, je ne m'avait me vraiment rappelle pas marqué. du tout de cette scène, mais si tu le dis. Ah, elle est super. Franchement, j'avais trouvé que l'idée était, l'idée était vraiment trop trop cool. Euh, Parce que, déjà, effectivement, je sais plus comment s'appelle la ville de Locke Lamora dans le premier tome, mais il me semble que la mer et te fait comprendre que vaut mieux pas mettre un orteil dedans. Euh, c'est vraiment très très dangereux. Il y a vraiment beaucoup de requins et autres créatures, et ça donnait vraiment un peu tout le sel de. Enfin, ça participait vraiment à donner à la ville, Ça, notamment dans le premier tome, un ça, aspect c'est particulier. ça, c'est un élément qui vaut pour, je pense, beaucoup de cités justement portuaires. Je pense à la cité des Saints et des Fous, c'est pareil, tu vois, il vaut mieux pas. Enfin, j'aurais pas envie de tomber dans l'eau, De quoi. Vandermeer, Oui, voilà. ouais. Parce que justement, on retombe sur cette dimension-là de la mer comme menace. Et toujours, c'est une présence bah, permanente et inquiétante à la fois, comme tu disais, sans forcément, effectivement, comme on l'a dit aussi, Mm. s'enfoncer dans les abysses. Pas besoin de ça Ouais. pour avoir peur. Donc, voilà. Il y a eu un bouquin jeunesse récemment qui s'appelle Nuit noire de Philippe Rive, où on est un peu dans ces trucs-là aussi. Ça se passe sur une île, donc forcément le rapport à la mer est très présent. Et il y a, il y a un truc. Enfin, on sait qu'il y a une créature, en gros, enfin, qui se passe des trucs pas nets dans la mer qui sont imputables à une créature dont on connaît pas bien la nature. Il y a aussi ce côté de trésor englouti et voilà, sur quelque chose qui joue sur ce côté un peu inquiétant. Et parce que inconnu aussi d'ailleurs. Et pour parler de choses un peu toujours dangereuses, parlons un peu de la vie en mer. Parce qu'entre isolement, danger, que je dis, exaltation, il y a quand même des choses à en dire. Je crois que ça fait pas mal rêver aussi de base, hein. Enfin, d'une certaine façon. Moi, pas du tout. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport qui est certainement très fantasmé aussi par rapport à ça, parce qu'effectivement, la vie sur la mer, ça doit pas être drôle tous les jours. Il y a ce côté de l'humain qui est confronté aux éléments, qui sont infiniment plus puissants que lui, et qui peuvent le balayer. Je veux dire, on aura beau avoir les navires les plus technologiques du monde. Ça n'empêchera pas les navires de couler, ça n'empêchera pas les grosses vagues de nous mettre des claques dans la gueule et ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de concentré de tout quand on est en mer. Les émotions sont plus fortes parce qu'on est isolé du reste du monde, parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre, parce que l'environnement fait que du coup on est d'autant plus confronté à juste soi et ce qu'on ressent, parce qu'on est isolé au sens très large du terme. Isolé parce que, sauf les navigateurs en solitaire qui sont encore à un autre stade d'isolation, mais je suis pas sûre qu'on ait fait de la fantaisie sur des navigateurs en solitaire. Mais l'équipage est déjà isolé et en soi, être dans une petite communauté, dans un espace restreint, ça exacerbe encore tout un tas de choses. La vie à bord, c'est un monde à part, en fait. C'est aussi une société en vase clos, donc avec tous les problèmes que ça peut apporter. Ça forme l'équipage, c'est littéralement un groupe social avec... et là, on va repartir aussi sur tout un tas de fantasmes, notamment autour des pirates, mais on verra ça après. Mais vraiment, c'est un groupe social avec ses codes, sa dynamique, et souvent son propre langage aussi. Les marins ont une façon de parler particulière, ça on le met souvent, c'est quand même régulièrement mis en scène aussi, avec une façon de parler qui échappe au terrestre, on va dire. Il y a le vocabulaire de la mer qui est quand même assez obscur quand on n'y connaît rien. Pour rebondir sur le vocabulaire,
Les dictionnaires de traduction maritime, c'est quelque chose, surtout quand tu connais pas la moitié ou le quart de la définition des termes déjà en français. Alors, bon, voilà. Mais effectivement, bah, c'est sûr que d'un côté, on a la mer qui est à la fois une frontière qui peut représenter l'absence de frontières, hein, finalement, avec un horizon infini. Et puis de l'autre, l'équipage, comme tu l'as dit, avec cette dimension microcosme. Alors, bon, je pense qu'il y a aussi peu de fantaisie, on va dire. Je pensais aux sous-marins, bon, sauf si on met 20 milieux sous les mers, voilà, mais en fantaisie. Mais parce que c'est vrai que finalement, à la limite, si tu t'entends pas avec ton équipage, tu peux toujours aller râler sur le pont et hurler à la tempête. Mais dans un sous-marin, par exemple, tu pourras pas vraiment faire un tour et ouvrir. Sinon on va revenir à l'implosion. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un monde à part. Et le langage, oui, ben, clairement, alors, surtout qu'on peut vite tomber dans le cliché. Donc là aussi, c'est quand même. Je pense qu'il faut que les autrices et les auteurs doivent faire très attention parce que pour donner un peu cette couleur, cette saveur, justement, qui fait que ah bah ça c'est bien un marin, mais sans tomber dans le cliché du vieux capitaine, bah, j'allais dire à la Simpson avec une jambe de bois et un perroquet sur l'épaule, Une bouteille de rhum. un bandeau sur l'œil, etc. Voilà, moi, c'est quand même assez. Bah, tout comme la mer, voilà, ce côté équipage et vie à bord fait surgir tout de suite des tas d'images très très clichés bah, qu'on a toutes et tous en tête, que ce soit d'ailleurs dans un contexte fantasy ou pas, parce que souvent la fantasy vient se superposer on va dire aux images classiques voilà, des traversées, des caravelles, du scorbut, des rats, quel est je sais pas, sarcophage qu'on transporte dans la cale. C'est Dracula. Mais bon, voilà. Euh, Effectivement, la vie à bord, c'est aussi un monde à lui tout seul, à elle toute seule. Tu viens de me rappeler que dans un épisode de Love, Death and Robots, on a. Enfin, c'est pas la vie à bord, en fait, c'est simplement ils se rendent compte qu'ils ont un crabe géant dans la cale qui mange tout le monde. Euh, qui est un super épisode d'ailleurs. Non, mais moi ça me faisait penser, ouais, la vie, qui dit vie en mer dit, ça m'évoque le tome 2 de Locke Lamora. Bon, j'ai parlé du tome 1, maintenant je vais parler du tome 2. Mais Red Seas Under Red Skies, des Il n'y a horizons pas, rougeissants, je crois que c'est. ouais, y a pas de requin sauteur dans le tome 2. Il n'y a pas de requin sauteur, non, non, mais il y a les trois quarts du roman en fait se passe en mer. Euh, et à l'époque, moi je voulais pas trop le lire parce que je pensais que ça allait me saouler. Et bah, en fait, c'était vraiment chouette parce que t'es dans un espèce de huis clos où on te montre bien ce que c'est que de vivre en mer sans savoir naviguer, parce que Locke et Jean bah, c'est des noobs de la mer totale, hein, c'est des citadins, enfin c'est Ah, tu dis des Jean, gens de toi? la ville, hein. Scott Lynch, il dit Jean, il dit pas Ah ouais? Jean. Ah ouais, tu vois, Et on lui a je savais pas. demandé, et il a dit It's Jean. Et j'ai été choqué parce que j'arrêtais pas de dire Jean et que je trouvais que c'était beaucoup plus stylé. Mais voilà, sachez que c'est Scott Lynch lui-même qui nous l'a dit lors d'un petit déjeuner avec Elbakin organisé aux Imaginales. Je crois que c'était en 2018, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc ouais, en fait, les deux héros de Lynch, c'est des noobs de la mer totale, et en fait, ils sont obligés euh, d'apprendre quels sont les codes, en fait, comment ça se passe dans un navire fermé, avec cette capitaine qui essaye d'avoir une espèce de piraterie à la fois éthique, organisée. Eux sont totalement étrangers. Voilà. Donc, une excellente lecture, hein, d'ailleurs. Mm. Juste, je repense à ton duel du premier tome très vite hein, Oui. sur Pilotis. Et en fait, je me dis, c'est dommage qu'au lieu de requins sauteurs, il aurait utilisé des requins scie, parce qu'ils auraient pu scier les pilotis au fur et à mesure, et il y aurait eu un suspense supplémentaire. Donc, bon, je vais peut-être garder cette idée sous le coude. C'est ça, il aurait pu mettre plusieurs types de requins, tu vois, il aurait C'est vrai, qui auraient c'est vrai, travaillé c'est vrai. en équipe, tu vois, des requins Mm, mm. scie et des requins sauteurs. C'est Ouais, vrai. effectivement.
Sinon, quelque part, pour rester un peu dans cette idée d'isolement, etc., on a désolé de citer encore des bouquins dont on a pas mal parlé déjà récemment, dans ATA d'Anouk Faure, on a ça aussi. Ces espèces de pirates qui sont pas tout à fait des pirates, qui sont organisés avec des radeaux qui ne vivent que sur l'eau, que sur des structures flottantes et qui forment effectivement une société à part avec ses codes, etc. Et en tout cas, on est sur cet environnement fermé. Et si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai pas encore lu, mais La demeure des Maorel de Siècle Vaelban, illustrée par Anouk Faure, on est aussi sur cette thématique de... là, on est plus sur un côté de fin du monde avec les continents qui ont disparu et que finalement, donc, il reste les airs et l'eau pour vivre. Et on a un personnage dont la barque est emportée par les flots et qui va se retrouver tout seul au milieu des flots. C'est quand même aussi quelque chose qui, à mon avis, fait partie des trucs assez flippants liés à la mer. Se retrouver involontairement seul et isolé. Comme dans Comme Seul au monde. dans ce... Exactement, j'allais le dire aussi. J'avais cité Wilson, pour Ouais. ceux qui ont la référence. Sacré Tom Hanks. Ouais. Bah ouais. C'est... On a des rêves de c'est vieux, génial. hein, quand même. Un peu. Oh, il date de De quand, cinéphiles, ce de film cinéphiles, Oui. tout De simplement. cinéphile, madame. Oui, oui. Pardon. Si hein. vous voulez. Attends, Seul au monde, il doit dater de 2004, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Gilo? Non, c'était pas pour parler de Seul au monde, mais c'était... D'accord. Bah, juste, si on a fini là-dessus, et avant d'attaquer le morceau flibuste, on va dire, il y a une dimension que j'ai oublié de la noter dans le plan. Peut-être par rapport à la mer, c'est tout ce qui est pour faire écho à notre situation, notre monde, hein, c'est tout ce qui est exploitation, surexploitation de ces ressources. J'y repense. Pas- Là, pour le coup, ça va faire un peu, je pense, à ma crèmerie, mais c'est vrai qu'on parlait des nouvelles tout à l'heure, et du coup, ça m'a fait réfléchir que j'avais écrit une nouvelle, justement, dans une anthologie publiée chez Oneri, sur l'écologie et justement la folie technologique. Ça, c'était le thème de l'anto. Enfin, ma nouvelle à moi parlait justement de l'exploitation, évoquait entre autres l'exploitation justement des ressources et notamment le massacre des baleines. C'est quelque chose qui était qui collait bien à la période évoquée, hein, le 19e. Et je me disais justement, est-ce que vraiment c'est quelque chose je cherchais des références là-dessus, parce que justement, bah, quand on pense notamment chasse à la baleine, on a évidemment Moby Dick en tête, mais c'est pas vraiment, hein, c'est plutôt la chasse mythologique. Bah, justement, quand on voit l'état de nos océans, il y a aussi la dimension pollution, hein, bien sûr. Donc là, peut-être des références à chercher plutôt aussi je sais pas, en SF, mais là, comme ça, je cherchais, voilà, des choses qui auraient pu m'y faire penser. Mais c'est vrai que c'est une dimension, je trouve, importante quand même de la mer, puisque il y a à côté la mer nourricière avec justement la pêche, mais qui part vite en surpêche. Voilà, donc j'y repensais comme ça, et je me suis dit qu'avant d'ouvrir nos premières bouteilles de rhum, on pourrait peut-être évoquer cet aspect-là qui peut se retrouver exploité, bon voilà, pas surexploité, mais exploité en tant que thématique dans divers récits. Voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire, ça m'arrangerait de ne pas être tout seul. Je crois... Enfin, moi, dans mes lectures, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça abordé, effectivement. J'ai peu de références qui me viennent, par contre, pour le coup. Ah, par contre, pour la petite parenthèse, Seul au monde, c'est 2000, l'année de sortie. Oui, Voilà. j'ai vérifié et j'allais le dire. Oui, de bon. Robert Zemeckis.
On va peut-être pouvoir passer à la flibusterie. Je sais pas si ça se dit. Parler effectivement de la figure des pirates, flibustiers corsaires, avec. On l'a évoqué un petit peu précédemment, qui font l'objet de beaucoup de fantasmes. Alors c'est dur aujourd'hui, je trouve, mais évacuons tout de suite l'éléphant dans la pièce. C'est dur de pas citer Pirates des Caraïbes ici, parce que bon, à l'époque où c'est arrivé, c'est vrai que ça a eu comment dire, l'avantage d'aller sur un univers qui était peu exploité. En tout cas, qui marchait niveau grand public. Ah bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que les pirates, on en bouffe depuis. C'était surexploité. Oui, mais regarde, on était vraiment sur quelque chose de plus orienté fantasy pour le coup. On était sur un univers de pirates fantasmé. Tu vois, Mais c'était toutes les représentations qu'on a des Pirates des pirates Caraïbes, sont fantasmées. Pirates hein. des Caraïbes. Oui, mais pour le coup, alors là, la comparaison va peut-être faire bondir pour moi, Pirates des Caraïbes, c'est presque plus ce que ça emprunte aux pirates, ce que les Chevaliers de la Table Ronde vont emprunter à l'univers médiéval, enfin à la période médiévale. Oh, je sais pas. Non. Je sais pas parce que je pense que on a un problème avec le médiéval qui est encore pire, parce qu'on a une vision qui est tellement déformée et que le Moyen Âge c'est très déformé. qui est une période qui est tellement longue que déjà parler du Moyen Âge en soi, comme si c'était un vaste truc uniforme, ça n'a pas de sens. Et puis la vision des chevaliers qu'on a, elle est Bien sûr, à des bien kilomètres sûr. de la réalité aussi, mais Là, on a une vision du pirate, on le disait tout à l'heure, avec sa bouteille de rhum, son patch sur l'œil et le drapeau à tête de mort. Il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur. Forcément, des bouteilles de rhum. Mais on est un peu dans le cliché également de la piraterie, oui, Gilo. Après, pour Pirates des Caraïbes, le truc, c'est qu'il faut quand même avouer qu'il y a déjà eu. Bah, ça a été le renouveau du film de pirates, dans le sens où ça a été un énorme succès au C'est box-office. ça. Et que si tu prends. Décidément, les pirates, ils attirent des gens quand même. Si tu prends Pirates de Polanski, ça avait quand même. Non, mais j'y peux rien, là. Ça avait fait quand même un bide. L'île aux pirates en 1995, pareil, c'est connu pour être un film qui a coûté très très cher et qui a rapporté très très peu. Donc finalement, se lancer dans un film de pirates moins de 10 ans plus tard, certes avec Disney à la barre et l'attraction, et Johnny Depp, on va dire, au sommet de sa gloire. Ça pouvait paraître pas forcément risqué, mais en tout cas, on va dire qu'ils ont bien capitalisé dessus pour justement relancer ce genre de film avec pour le coup tous les clichés du genre, drapeau noir, les Malédiction aztèque. ouais, un peu toutes même, mais Il les y avait un peu de tout. créatures, et bien Orlando sûr, Bloom. les trésors. Orlando Bloom, oui, qui était cher. Ouais. après on est peut-être sur une espèce de concentré de tout l'imaginaire qu'on a pu construire autour du pirate, par contre, d'une certaine Ah là façon. oui. Ah là ouais. Oui. Bah, là, ouais, Je crois que ça coche à peu près toutes les cases. Ouais. Ouais. Après, il y a des choses Ah dedans ouais. qui sont pas non plus complètes. Enfin, alors j'ai pas vu les films, mais je connais quand même un La peu musique. l'image du pirate. Ouais, alors on va pas en parler parce que moi, ce à quoi je pense, c'est Alexandre Pistoletov. Donc, pour ceux qui peut-être ça évoquera Ouais, des si tu peux choses. nous éclairer. Non, je vous éclairerai pas. Vraiment pitié. Ou alors Ah. ou alors on indique direct à Terriblius qu'on coupe là maintenant et je vous explique. Ok. Parce que moi, je veux bien savoir. Ce type-là, c'est un Bah Russe ouais, qui moi globalement aussi. fait l'hélicobite sur un certain nombre de musiques. Donc il a fait la musique de Pirates des Caraïbes où il est torse-poil avec une espèce de gilet en cuir et il fait l'hélicobite. Voilà. Ah, il n'était pas cherché Antoine Daniel ou un truc comme ça. Oui. Voilà. Voilà. Donc il y a des gens à qui ça parlera, mais Oui. on va pas. Voilà. On peut reprendre Oui, sérieusement. t'es pas obligé de couper, je pense. Si. Ouais. Alors Non, l'hélicobite, c'est peut-être pas indispensable. Alexander Pistoletov, voilà, il y a des gens qui sauront. Les autres auront oublié, ce sera très bien. Mais bref, Ok. oui, je pense que Mais il y a une espèce de concentré de tout ce qui est
de tout ce qui a pu se faire, et c'est une espèce de... Ouais, ça coche un peu toutes les cases, un Pirates des Caraïbes, d'une Bah, certaine déjà, façon. l'attraction de base, elle est vraiment elle est vraiment de tous les clichés de la piraterie. Ils ont vraiment pris tout ce qui avait, tout ce qui marchait dans l'attraction pour en faire un film, quoi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une attraction à la base. C'était peut-être aussi un peu ça le pari, Oui. un peu risqué, c'était de se dire, tiens, on va faire un film sur une attraction, enfin, tiré d'une attraction qui Disney. s'appelle- Et qui s'appelait juste Pirates. Oui. Moi, c'était une de mes attractions préférées quand j'étais petit. Mais c'est l'attraction de préférée de beaucoup de monde, avec Peter Pan, mais le Bah, film existe déjà, donc c'est un peu plus compliqué. J'étais déjà Peter un Pan, peu c'est pour âgé les à petits. l'époque. Mais Oui, bon, je voilà, pas c'est ça. Ouais. c'est pas sur fait spécial Disneyland. Là, on fera une autre fois. Donc oui, non, voilà, Non, mais mais- Pirates des Caraïbes, c'est sorti bah voilà, c'est comme tous les films qui marchent, hein, ça sortait à la bonne période. Et puis ben, il y avait, ouais, ça a banqué sur deux acteurs qui marchaient bien. Enfin, Orlando Bloom qui était le petit nouveau et Johnny Depp qui, on le rappelle, est quelqu'un de très très problématique et est un gros connard fini, qui portait le film à lui tout seul, quasiment quoi. On avait Keira Knightley aussi, hein, Mm. également, qui était... là, on est vraiment dans la vibe du début des années 2000. Ouais, ouais. Qui était je pense connu qu'on pour fera vite. jouer la sosie de Padmé Amidala dans Star Wars avant d'être Elizabeth Watts. C'est une de ces dames de compagnie. Mhm. I feel nothing. Not the wind on my face, nor the spray of the sea, nor the warmth of a woman's flesh. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Oui, mais avec Jack Sparrow, il a quand même, ils ont sauvé tous les vendeurs de déguisements d'Halloween. Oui, Donc, c'est vrai. Ouais, ça, il c'est faut quand clair. même le souligner, Ah ouais. puisque bon, Ouais, on en le a vu nombre- beaucoup. Hein, Des Jack Sparrow, après, on en a vu des centaines de milliers. Dont le dernier épisode de la saison 1 de Bref, ou un des derniers, où le héros s'habille en... Enfin, il se va à une soirée déguisée et dit qu'il arrive, il s'est juste mis du noir sous les yeux et un bandana, et il dit j'étais le pire Jack Sparrow de toute l'histoire de Jack Sparrow. Ça me fait toujours beaucoup rire. Et pour le petit rappel historique quand même, hein, l'image qu'on a du pirate, elle est quand même héritée de l'âge d'or de la piraterie. En l'occurrence, globalement, ça court entre la deuxième moitié du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle, avec tout un imaginaire autour qu'il ne faut pas confondre pirate, flibustier et corsaire, parce que c'est trois réalités différentes. Le pirate, en gros, pour faire vraiment du très très court, il n'obéit qu'à lui-même. Le corsaire opère pour le compte d'un État avec des lettres de marque, mais il respecte en gros les lois de la guerre. Donc c'est quand même vraiment une dynamique différente. Et le flibustier, il est un peu le cul entre deux chaises. Il va avoir des moments de piraterie pure et des moments où il sera plutôt corsaire. Voilà. On utilise ça en général comme trois synonymes, et c'est pas des synonymes. Après, il y a plein de littérature sur le sujet si ça vous intéresse. Et le pirate aussi a tout un narratif autour qui est en partie fantasmé et en partie réel aussi. Hein. Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui est convoqué entre guillemets par l'image du pirate, c'est le fait que c'était des gens qui étaient quelque part en marge de la société et pas forcément par choix. Il y en a beaucoup qui ont fui les guerres de religion, ou en tout cas les persécutions religieuses de l'époque, et qui se sont retrouvés dans cet entre-deux. C'est très lié à la colonisation évidemment, et le côté de l'histoire du drapeau à tête de mort, qui finalement s'est pas retrouvé tant que ça, mais un peu quand même. Il y a aussi tout ce côté de société à part, qui était la société des pirates, avec des codes, parce que mine de rien, c'était pas juste n'importe quoi. Les contrats de chasse-partie, etc., avaient quand même... Enfin, on est sur quelque chose qui était plus juste, d'une certaine façon, que beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque, sachant que la justice, par exemple, était extrêmement violente. Et il y a une espèce d'une certaine façon, à prendre avec des pincettes, mais un peu quand même une espèce de vision relativement anarchiste dans les sociétés pirates. Voilà, pour faire très court et un petit résumé très rapide de ce qu'il pourrait y avoir à dire sur les pirates en général. Oui, puis il y a aussi, quand on pense pirate, on a tout de suite justement des noms de capitaines en tête, ou même on pense aussi, pareil, aux figures de capitaines, de capitaines femmes, hein, à la tête d'équipage, ce qui est quand même aussi quelque chose qu'on retrouve, si on pense aux Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Il y a comme ça une dimension où les
les femmes ont parfois aussi, parfois, hein, pas toujours, mais on trouve aussi une place qui peut justement servir de base à de nombreuses histoires, comme la capitaine que citait Geeks tout à l'heure dans le tome 2 de Scott Lynch. Zelmira Drakasha, quelque chose comme ça. On a une aussi chez Erickson, si mes souvenirs sont bons, qui est morte vivante Oui, et qui est rembourrée avec oui, des herbes aromatiques pour ne pas puer. mais Oui, Je me souviens oui, pas de et son nom. on lui met un parasite pour qu'elle ait à nouveau une vie sexuelle. Oui. Et après, le chez problème, Ericsson, c'est que ça l'avantage, tu marche. trouveras tout. Hein. Et ça marche D'un très très moment, bien. Et ça marche très 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 bien, même un peu trop bien. Ouais, ouais, Elle a pas l'air de s'en exactement. plaindre. Non, ça lui va bien. Mais oui, pour le coup, enfin, Et- en général, la figure du pirate, on la retrouve dans plein d'œuvres, mais plein, et depuis un sacré paquet de temps. Tu citais L'île au trésor de Oui, Stevenson, qui est oui, certainement une des bases, effectivement, sur de laquelle on la a base. Ouais. reconstruit encore tout un tas d'autres fantasmes. Ouais, c'est ça. Mais on peut aller, si on va au cinéma, enfin, on a cité Pirates des Caraïbes, mais il y avait Hook avant lui, Captain Blood. Enfin, je veux dire, en BD, Barbe Rouge, ou même Tintin et son fameux diptyque du secret de la licorne et du trésor de Rackham le Rouge. Ah, moi, j'étais petit et ça m'a je pense que c'était un des Tintins que je préférais. qui n'a pas démonté une maquette de navire en espérant trouver un parchemin? N'est-ce pas? Côté jeux vidéo, on a la série des Monkey Island qui a quand même codifié l'image du pirate un peu fun, libre et assez sarcastique. Donc ça contraste avec la réalité qui était beaucoup plus rude et sanglante, et souvent sans Ouais. gloire. Hein. Après, j'espère que personne n'a pris les Monkey Island comme un truc réaliste qui pourrait être et avec une dimension historique, parce que sinon c'est compliqué quand même là. Ouais, sinon c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. En plus récent, il y a eu Sea of Thieves hein, sur les pirates qui a très bien Oui, marché. Et qui Oui, était, oui, oui. pareil, qui joue complètement sur tout on va dire, l'imaginaire lambda, entre guillemets, du pirate, quoi. Avec le Kraken, les trésors. Mais après, Je quand crois on qu'on a parle de également pirates, il y a quand même un autre, Il y en a un un. autre monolithe dont on se sent un peu obligé de parler quand on parle de fantasy, de pirates, et qui cartonne depuis Vas-y, Swiss. 1997. Et où on peut pas s'empêcher de penser à One Piece, qui est quand même une des plus grosses incarnations populaires des pirates, donc qui est un manga de Eiichiro pour ceux qui ne le savaient pas. Où en fait on a Luffy qui rêve de devenir le roi des pirates et qui finalement se retrouve à lutter contre un gouvernement et ses différentes oppressions et les différents systèmes d'oppression qu'il va croiser dans ses aventures. Alors moi je me suis arrêtée à la fin de l'arc de Marineford, donc ceux qui ont lu savent pourquoi, sans doute, et j'ai pas repris depuis, mais voilà, donc c'était un peu le côté ouais ok les pirates c'est fun et tout, mais là il y a quand même aussi un très fort sous-texte sur la lutte pour la liberté, tout ce qui va avec. Je ne pardonnerai jamais le traumatisme générationnel qu'Oda nous a infligé à la fin de l'arc de Marineford. Voilà. Moi, je oui, pardonnerai jamais l'idée que si tu veux commencer One Piece, tu laisses un PEL, quoi. Ah, mais il y a un truc vachement pratique au cas où, si jamais, et ça s'appelle les bibliothèques. Ouais, bah là pour le coup ça se justifie, oui. Et ça ouais, sort bah, toujours très bien. Ah ouais, non, mais les One Piece, on les rachète tout le temps. Hein. Mm. Puis tu les réserves, hein. Donc tu les lis pas à la suite, hein. T'attends pour avoir la suite. bah après, avec One Piece, évidemment, bon, il y a quand même une forte dimension émotionnelle, mais on est clairement aussi du côté, j'ai envie de dire, fun de l'image du pirate, parce que bon, bah, c'est aussi l'humour, les pouvoirs un peu rigolos, ou voilà, tout ça. Donc je trouve que ça participe aussi à l'aspect très coloré, enfin coloré, on est dans un manga, mais il y a l'animé aussi. Tu sais que en général, quand tu entames un tome de One Piece, tu vas quand même, voilà, tu vas pas le lire d'un œil, quoi. Tu vas vraiment prendre plaisir et t'impliquer dans ta lecture. Ce que j'ai, d'ailleurs, finalement, j'avais très très peur et ce que j'avais retrouvé dans la série Netflix, dans la première saison, que j'ai trouvé que comme en tant qu'adaptation, était quand même plutôt réussi quand tu penses à quel point ça peut être casse-gueule d'imaginer One Piece en live avec des acteurs et tout. Voilà, Elle donc a très très bien fonctionné. Elle a eu oui, de oui. très très bonnes Et critiques. ils sont un Ouais, peu ouais. longs pour arriver, sauf chez un certain Merwin Tonnell, mais, Oui, mais ils sont un peu longs pour sortir la saison 2 quand même.
Mais voilà, c'est vrai que effectivement, ce côté qu'on retrouve, qu'on mentionnait aussi un peu plus tôt, hein, c'est-à-dire que le pirate, ce n'est pas un corsaire, il n'est pas au service d'un État ou d'un pouvoir, il est avant tout son propre, c'est un peu un auto-entrepreneur, si je puis dire, des Mais c'est mers. ça en plus. C'est C'est ça. Alors, Ouais, ouais. oui et non. Il est pas soumis à l'URSSAF. sans URSAF, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais Mais, le butin est divisé de façon relativement équitable quand même. c'est vrai, À c'est vrai. l'époque, Ouais. enfin, si on C'est se vrai. penche sur la réalité entre guillemets de la piraterie, il y a quand même des choses vraiment intéressantes aussi sur Ah le oui, oui, contraste. c'est un sujet passionnant, hein, c'est clair. Oui, après, on a aussi d'autres qui vont s'amuser à réinventer les codes de la piraterie, avec, je pense notamment aux pirates volants dans les royaumes du Nord de Pullman. Non, vous avez également les navires organiques ou magiques, donc des aventuriers de la mer, avec les fameux Vive-Nef, où vous avez effectivement les fameuses figures de proue qui sont vivantes, quoi. Et également, comment ne pas citer le Déchronologue de Stéphane Beauverger, où là vous avez carrément des flibustiers qui affrontent des failles temporelles. Et on a oublié de parler d'un capitaine corsaire japonais de l'espace, Albator. Je vois pas de Ouais. qui tu parles. Ah bah oui. Bah oui. Aussi. Ah bah ouais. Le fameux Albator, effectivement, hein, le capitaine corsaire. Mais on avait dit qu'on ne parlait pas d'espace, mais en même temps on parle de pirates. Enfin, Bah, des flibustiers qui affrontent des Mais failles oui. temporelles, ça. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. C'était juste parce que la figure du pirate Ouais, ouais. s'est exportée dans d'autres univers, enfin dans d'autres. Oui, oui. Mais nous espaces. sommes, Oui, nous sommes bien Puis il y a les d'accord. navires volants, Voilà. on retrouve ça dans pas mal de bouquins aussi, Oui. qui reprennent un peu ces mêmes codes. Dans les Bah, trucs navires récents, il y volants, avait... tu as Oui. Skies of Arcadia. Si vous arrivez à le trouver sur GameCube, vous êtes riche, parce que le jeu est très très rare. Mais c'est effectivement des pirates dans les airs. Voilà. Sur Dreamcast aussi, hein. Sur Dreamcast, oui, mais sur GameCube, il est Sa beaucoup sa plus rare. patrie d'origine, rappelons-le. Oui, oui, oui. Gillosan est très. Et encore. C'est pas remis. Je suis sûr. de- Ah ouais, de disparition de Sega. Sega en fabricant de consoles, hein, je m'en suis pas remis. Dans les trucs récents, il y avait, enfin, il y a le bouquin de Shannon Chakraborty, Les aventures d'Amina Al-Shirafi, qui reprend un personnage d'une femme pirate qui a une quarantaine d'années, qui est maman, qui casse un peu aussi, d'une certaine façon, le code de base, on va dire, qu'on peut avoir sur les pirates, qui est vraiment dans le roman d'aventure, j'ai envie de dire pur, mais quelque part, ouais, on est un peu là-dessus, qui est une lecture tout à fait sympathique et divertissante, et qui, je trouve, correspond assez. Je trouve que le pirate, enfin, encore une fois, évoque vraiment beaucoup l'aventure tout court. Je trouve que Ah oui. on a beaucoup associé les deux, et en fantasy aussi, quand on met des pirates, c'est souvent sur ce truc-là, y compris sur des navires volants. Parce qu'on n'en a pas du Bah, tout disons- parlé, on n'a pas étendu, parce qu'on est resté sur le Oui. côté la mer, et c'était volontaire, mais c'est repris aussi sur les navires volants. Ouais, disons que tu peux difficilement faire de la cosy piraterie, tu vois, dans un uni- Je suis sûr que c'est possible. dans un- Je suis sûre, il y a moyen, ouais. On est quand même dans. Enfin, Un qui vieux dit pirate dit capitaine bateau. qui a changé Ouais, mais faudrait que tu d'identité, sois qui a abandonné son. Faudra que tu sois sur une mer un peu apaisée, tu vois, que Tu peux être dans y ait- un port. niveau. Oui, mais dans Dans ces un cas-là, on est phare. plutôt sur. Ouais, est-ce que c'est encore de la piraterie? Parce que là, on est plutôt sur de la cosy marin dans ces cas-là. Enfin, parce que de la Ouais, cosy qui commence à piraterie, s'établir sur une île, et qui fait un petit Ouais. coin cosy pour les pirates qui ont besoin d'un petit moment de respiration entre deux Voilà. abordages. il crée un pub, ouais, un peu cool et non Je violent. suis sûre qu'il y a moyen. Oui, te sort toutes les variétés possibles et imaginables de rhum, arrangé à rhum. tout et n'importe quoi. Ouais, ouais. De la viande boucanée, bien sûr, parce que sinon on n'est pas dans l'ambiance. Et Et il raconte ses histoires. en sautant un piment. Ouais, ouais. Hop. Voilà. Le nombre d'idées qu'on envoie dans ces podcasts. Parce Si qu'il faudrait jamais quand même ça que vous l'âme inspire. d'un personnage soit prisonnière du perroquet. Mais... Est-ce que c'est encore cosy, tu vois? Disons qu'il lui a sauvé la vie en transférant son âme dans le perroquet. Voilà, comme Et ça, en au vrai, moins. être un perroquet, c'est peut-être giga cool. Ouais, surtout que Tu vis peux voler. longtemps. En plus,
Tu peux Et voler, manger tu des vis noix. longtemps. Attendez, je dépose ce synopsis. N'est-ce pas? À la Société des gens de lettres. Et on vient de l'évoquer, là, on vient des pirates sur des îles, mais et justement ça nous amène à notre prochaine partie sur justement les îles en elles-mêmes, hein, les cartes au trésor, les territoires maudits. C'est un sujet clairement à part entière, non? Bah, c'est surtout que de fait, quand tu habites sur une île, c'est difficile de faire abstraction de la mer quand même. Vu elle rythme toute la vie, elle exerce forcément une influence extrêmement forte, puisque bah, tu tires ta subsistance de la mer, tu dépends d'elle. Et il y a beaucoup de bouquins, hein, évidemment, qui mettent ça aussi en scène. Je pense que les listes est infinie. Dernier jour d'un monde oublié, hein, de Chris Vuklisevich, hein, qui commence Oui, il y a des pirates par, aussi d'ailleurs. oui, bah c'est une île qui est redécouverte des années après, qui n'existait plus, en tout cas qu'on ne trouvait plus pendant des années, et puis et au tout début du roman, en fait, elle réapparaît, justement. Et c'est l'arrivée de ce vaisseau sur l'île qui crée tout un tas de bouleversements. Ce qui fait la transition parfaite pour parler justement de l'île comme microcosme. Parce que, Exactement. C'est quand même un espace clos où les règles sont pas les mêmes, hein, ça change. À Lille, bah, c'est souvent une société réduite, isolée, c'est propice à l'expérimentation, ça peut devenir à la fois un terrain de survie, de tyrannie, d'utopie. Oui, Gilo. Alors je dirais que du coup c'est un peu comme le navire, mais en plus Oui. gros et sur Terre. C'est- Exactement. Là, pour Ça- le coup, ça- je dirais ça- que tout dépend de la taille de l'île, tu vois. Parce que effectivement, si c'est vraiment un petit îlot ou la Corse, c'est pas la même chose niveau perspective et niveau, on va dire, Ouais, non, c'est clair que c'est isolation. différent. Pensez à l'île du Docteur Moreau de Wells, mais en fantasy, on va avoir les îles glorieuses de Davoust, qui vont poser des questions de conquête, notamment. T'as les îles Mauves de Chloé Chevalier aussi, qui mettent très bien ça en Ouais. scène, pour le coup. Vraiment ce côté de société qui a tendance à scléroser aussi, parce que l'isolation peut mener très vite à ça. Ça a pas que du bon. Enfin, sur Je pense. quand l'île, et parce qu'il y a ce point, mine de rien, c'est l'île à quel point elle est reliée aussi à autre chose. Parce que, bon, la Corse, c'est pas très très isolé, là où tu as d'autres îles qui sont quand même beaucoup plus. Où le contact avec d'autres terres est beaucoup plus complexe. Et en l'occurrence, dans les îles Mauves, c'est le souci qu'on a. Tu as un chapelet d'îles, globalement, qui sont plus en relation. Mais mine de rien, tout ça, ça a créé un truc qui est très en vase clos, qui est très un cul-de-sac. Voilà. Bon, il n'a pas l'air de faire très bon vivre. J'en ai déjà dit beaucoup de bien, mais j'en redis beaucoup de bien. Je trouve que c'est un bouquin qui est très chouette. Et qu'elle met très bien ça en scène. Justement, ce côté. Et de la difficulté, notamment à l'adolescence, de se retrouver dans ce vase clos à un moment où tu expérimentes la limite, où tu as besoin d'avoir un champ de liberté que ces îles-là ne peuvent absolument pas offrir. Oui, et ça nous amène à parler de l'île comme lieu initiatique. Parce que une île, c'est souvent un passage obligé pour le héros. Ça peut être un lieu d'épreuve, de répit, de révélation. On pense à l'Odyssée d'Homère, bien évidemment, où chaque île est un monde à part, avec ses règles. Vous avez le cyclope, vous avez la sorcière. C'est jamais toujours un peu différent. En fantasy, vous avez le Chatrana de Robert Reddick. Le voyage du Chatrand. Et je crois qu'il n'y C'est a que le premier tome qui a été traduit Ah en oui, français. Et c'est très dommage parce que c'était très cool. J'en ai un très bon souvenir. Mais sinon, on l'a évoqué, mais on a également les civilisations insulaires, hein, qui sont, comme tu le disais, Hercule, très marquées par la mer, parce que c'est pas possible de faire de s'en affranchir dans ces cas-là. On a dans l'Arcane des épées de Ted Williams, dans les Chroniques de Crondor, dis donc, de Face, qu'on cite assez peu finalement. Oui, Il y a on se quand même demande pourquoi. pas mal de. J'étais sûr. Il y a quand même pas mal d'îles liées à des peuples anciens avec des pouvoirs enfouis. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est les Greyjoy du Trône de Fer de Martin, parce que les Greyjoy, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils ont toute une culture qui vient de la mer, et tu peux pas t'en détacher, quoi. Enfin, c'est obtenir les choses avec le fer pris, c'est-à-dire en ayant bataillé sur la mer pour l'obtenir, ou en tout cas en ayant fait des raids
Euh, pour l'obtenir, c'est important. Le trône de gré, bah, c'est le trône, c'est leur trône de fer à eux. C'est le siège, la personne la plus importante, la personne la plus importante des îles. La religion du dieu noyé, qui demande de se faire noyer en guise de baptême. Et si tu meurs noyé, c'est plutôt cool parce que tu vas au paradis des Supions. Euh, J'en rigole, mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de scènes où Martin décrit le fait que un Greyjoy enfin, les Greyjoys se battent en armure sur les bateaux, ça les rend plus lourds. Donc s'ils tombent à la mer, ils se noient, mais ils meurent avec le sourire parce qu'ils vont se noyer. Et du coup, ils vont siéger à la table du dieu noyé. Hmm. Voilà. Donc, Il faut être optimiste dans la vie. ouais, il faut être assez optimiste, effectivement. Il y avait aussi les îles Glorieuses de Glendallark. Je sais pas si, je sais que j'avais lu le premier tome, Ça me dit quelque chose, effectivement. qui était vraiment pour le coup complètement dans la thématique, si mes souvenirs sont bons, avec un côté, enfin bon, avec des îles, des bateaux et de la piraterie plus ou moins, en tout cas des gens pas forcément très fréquentables pour le commun des mortels, on va dire. Je crois que je n'avais pas des masses accrochées. Mais je crois pas que ce soit... Enfin, il me semble que c'est pas censé être mauvais comme bouquin. C'est juste... voilà. Ça doit commencer à dater un peu, mais je crois que c'était chez Pygmalion. Ouais, c'est bien possible. En tout cas, clairement, ça Oui, me je dit trouve que quelque c'est pas chose maintenant que récent, tu le hein. mentionnes. Mais c'est vrai qu'on parlait C'est juste, je rebondis sur quelque chose parce que c'est dans l'intitulé de la partie, avec le côté justement, c'est sur une île qu'on va trouver le fameux trésor qui est quand même en général moteur de beaucoup d'intrigues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Enfin, je sais pas, mais les chasses au trésor, bon après, c'est pas forcément en je- mer, hein, une chasse au trésor. Mais, et non, je la suis pas un chouette. chouetteur. Je, je Non, mais précise. faut La arrêter chou- les références à tout va qui sont prévisibles et qu'on voit venir à 12 Ah bah km. excusez-moi, hein, Enfin, Ah, il est déçu de l'annulation de la chouette d'or 2, donc je fais ce que je peux. il n'y a pas le Lui, Puy du Fou qui a fait un truc du coup ah non, bah, par contre, je sais pas, c'est possible, hein, mais, Je non, sais mais pas bonne si... question. je sais pas vous, mais en tout cas, Bref. le côté chasse au trésor, voilà, la carte à reconstituer, enfin, je sais pas, c'est facile, mais je trouve que ça marche en général toujours, quoi. À moins d'être vraiment très mauvais, voilà, il y a toujours cette petite excitation, justement, de est-ce qu'on va réussir à trouver la récompense espérée ou pas. Et Enfin, moi, qui, ça se trouve, est une récompense... voilà, parce que l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Parce que Ouais, si c'est pour être maudit à l'arrivée, ça fait quand même un peu chier. ah, aussi, oui, c'est sûr, mais Je sais pas, moi j'ai souvent l'impression que quand tu cherches ce genre de trésor, à la fin tu ouvres le coffre et en fait t'as juste un message, tu vois, genre ah, ce qui compte c'est l'aventure et pas enfin, ah pas oui, la oui, bah destination. oui, Et moi ça me déçoit toujours. C'est les amis qu'on se fait un chemin, enfin, c'est ça, évidemment. ce qui nous ramène à l'équipage. Ouais. Si vous vous êtes pas étripé pendant le voyage. Parce que si t'arrives tout seul au coffre en te disant enfin je me suis débarrassé de tout le monde, c'est bon, comme si j'ai même pas à partager, et ben voilà. En matière d'îles, d'ailleurs, et de vieux trucs, parce que pour le coup, on est sur des références pas tout à fait récentes. Les voyages de Gulliver en étaient aussi sur ces choses-là, de l'aventure Effectivement, enfin, ouais. sur la mer et de civilisations étranges sur les îles. Ouais, après, on avait aussi, je crois que je l'ai pas vu passer dans les références qu'on a, les coulisses du podcast pour les auditrices et auditeurs. Alors du coup, je le cite maintenant, mais aussi dans un autre registre que tous ceux qu'on a cités, ben, il y a bien sûr aussi Simbad le marin, Oui. une dimension plus, on va dire, pas grecque ou pas caraïbe, qui est quand même pareil, une histoire assez fascinante qui a été adaptée des tas de fois, et même d'ailleurs en dessin animé chez DreamWorks, si je dis pas de Il y a bêtises. 20 ans je crois, hein. Voilà, à peu près. Donc, ouais, non, Ah c'est ouais. là aussi, on se retrouve avec tous les ingrédients de la grande aventure en mer, comme on disait, puisque effectivement, cette dimension aventure avec un grand A est quand même assez, tout simplement assez difficile à ignorer Présente. dès qu'on pense à ce genre de récit. En tant qu'adaptation, je trouve qu'il y a aussi une très mauvaise série
Je sais pas si c'était pas une série allemande Sur M6. Elle est Oui, passée je sur crois M6. qui passait Oui. sur M6 et qui adaptait Je l'ai Sinbad le vu. marin et c'était nul. Je, je l'ai vu. Je pense que c'était à peu près ce qui pouvait se faire de pire comme C'est- adaptation. Ah, tu sentais qu'il n'y avait pas de budget. C'était. Ah ouais, non, mais il y avait rien en fait. Ah Il y ouais. avait ni budget. Oui. C'était aussi bien Mais je crois que- c'était quoi déjà? C'était Robin des Bois qui était ou Hercule? Oui, il y en a eu plein hein, qui ont eu Il des y a adaptations eu, absolument il y a eu craignos. Hercule avec Kevin Sorbo d'ailleurs, qui est une personne tout à fait. Voilà. Ouais. Mais je crois qu'on en avait parlé de Qui a Kevin brillé lui Sorbo. aussi. Ouais, qui a Mais ouais, bien non, brillé. Sinbad, c'était vraiment affreux, quoi. Et ouais, ça me fait Sinbad- rire parce mais qu'on moi, est tellement loin oh, de l'œuvre d'origine que là, c'est. là, pour le coup, la production n'avait trouvé aucun trésor pour faire Sinbad le Marin. Ouais, effectivement. On sentait que là, pour le coup, ils étaient venus demander des sous et que les producteurs leur avaient clairement répondu, bah, l'important c'est le voyage, c'est pas la destination. Et on a vu ce que ça a donné. Moi, je l'avais vu quand j'étais gamin et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus d'effets spéciaux ou quoi. Enfin, ça me paraissait vraiment déjà pauvre, quoi. Ah ouais, Tout mais le en même temps, recul dans que la je vraie pouvais vie, il n'y a avoir à pas cette d'effets époque. spéciaux. C'était Exactement. c'était sûrement leur excuse. Je pense qu'il m'aurait dit également l'important c'est le voyage. Voilà, mais bon, difficile de voyager avec cette série. On n'a pas trop Sûr. parlé de ce qui s'est fait, parce qu'en jeu vidéo, on en a cité quelques-uns, mais il y en a quelques autres aussi. Ah oui, Dans les il y trucs en a récents, il y a d'autres, Shadow bien Gambit, qui est du RPG stratégie infiltration, qui est sorti en 2023, qui est par Mimimi Games, qui est a priori plutôt un bon jeu. Et qui joue sur aussi du pouvoir magique, etc. Donc on a vraiment cette touche fantasy dedans. Bon, Sea of Thieves dont on a déjà parlé. Sur le côté maritime, il y a Ship of Fools de Fika Productions, qui est un roguelite qui se joue en coop, qui est très sympa, où on est sur... bon, globalement, c'est ce que j'appelle du piou-piou, mais là, c'est plutôt contre des crevettes et des pingouins. Mais voilà, jouer en coop, c'est très sympa. C'est du défilement 2D qui est très sympa. Je crois que Suisse avait aussi des Oui, références. il y a Dredge qui est un jeu indépendant où est-ce qu'on incarne Ouais. un pêcheur et on rencontre des créatures Lovecraftiennes et il faut pas se balader la nuit et des choses comme ça. Je C'est pensais, flippant. ouais, je pensais plus généralement aux jeux vidéo qui ont souvent des parties qui se passent dans l'océan, pas comme alors mini spoiler Hades 2 qui est toute une partie qui va se passer dans et sur l'océan. Récemment, on a eu Baldur's Gate 3 où il y a une prison sous l'eau, prison qu'on retrouve dans le dernier Dragon Age. Et pour citer le dernier jeu à la mode, parce qu'il faut bien le sortir, on a Clair Obscur qui a un chapitre, enfin une partie de la carte qui se passe dans ce qu'ils appellent un océan suspendu. Je aussi pensé à toute la dernière partie du DLC de Bloodborne qui se passe un peu dans une incarnation encore plus horrifique du village d'Innsmouth. Voilà. Et puis qui a une phrase de fin qui dit une mer sans fond, une malédiction sans fin, et puis voilà. Et j'avais mis pour la blague Passez Animal une bonne Crossing, journée. mais passez une bonne journée, oui, voilà. Bottomless, ouais, voilà. Non, oui, c'est ça, une mer sans fond, bon après je pense que ouais, une malédiction sans fond aussi. Enfin, voilà, le genre de truc bien joyeux qu'on retrouve chez From Software. En jeu de société, il y a Abyss aussi, qui est vraiment littéralement dans cette idée de société sous-marine avec des créatures diverses et variées. Bon, alors certes, c'est du jeu et c'est pas forcément... bon, la thématique est
plus une thématique qu'autre chose, mais pour le coup, ça a donné lieu à une adaptation en roman qui est signée par Fabien Clavel et qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Je sais pas ce que ça vaut, donc voilà, je le mentionne parce que ça existe et parce que pour le coup, on est sur de la société sous-marine et que ça, il y en a. Encore une fois, j'ai pas des masses de références à citer autour de ça. En fantasy. En BD, on a parlé enfin, en BD manga, on a parlé de One Piece, qui effectivement est probablement assez incontournable, mais il y en a quelques autres, et je vais vous coller toujours un peu les mêmes. Mais La fille maudite du capitaine pirate de Jérémy Bastian, qui est formidablement belle, et pas la fille pirate, hein, mais la BD en elle-même, qui est en 3 ou 4 tomes. Je sais plus si tout est sorti, mais en tout cas, c'est très bien, allez-y. Dans les trucs plus anciens, il y avait Marie Lanoire de Rodolphe avec Florence Magnin au scénario. Je vous dis une bêtise, c'est Rodolphe au scénario et Florence Magnin à l'illustration, qui est une histoire avec une femme pirate. Je crois qu'il y a dû y avoir une réédition, mais j'ai un doute sur la question. En tout cas, c'est encore une fois sur un imaginaire avec des histoires de fantômes dedans. C'est bon, enfin moi, c'est une BD avec laquelle j'ai grandi, donc forcément, il a une place un peu particulière pour moi. Mais vous avez peut-être d'autres références? Oui, moi je voulais citer, en plus jeunesse, il y avait quelques années, Polly et les pirates de Ted Nefi, oui, je sais pas, c'est Humanoïde Associé qui l'édite en France, avec l'histoire d'une petite fille qui est fille d'ambassadeur, très, voilà, très stricte, et qui va se retrouver enlevée par des pirates en s'imaginant qu'ils veulent voilà, la kidnapper pour la revendre, etc. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui va se passer. Et voilà, il y avait 7 tomes et c'était vraiment, vraiment très, je veux dire très rigolo, mais voilà, très amusant, très plaisant à lire. Et j'ai l'impression que l'auteur a pas fait grand-chose depuis la fin de la série, c'est dommage parce que c'était quand même assez chouette. Et pour le coup, on était vraiment, comme son titre l'indique, dans un univers de piraterie. Et après, je ne peux pas y couper en jeu de rôle. Il y a Capitaine Vaudou qui est sorti la première fois en 91, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par Black Book Edition, qui est un jeu de rôle de Jean-Pierre Pécaud et Pierre Rosenthal, qui est littéralement de la piraterie dans les Caraïbes avec du vaudou, évidemment, sinon le titre ne serait pas Capitaine Vaudou. Voilà, C'est sûr, ce serait étonnant sinon. qui est bon, ça dépend pas mal du maître de jeu pour le coup, l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la table, mais comme la plupart des jeux de rôle, mais en tout cas qui fournit un cadre euh, pour aller s'amuser dans les Caraïbes à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Moi, je voudrais citer, on l'avait cité pendant le podcast avec Bruno Feduti, mais Les Rescapés de l'Atlantide comme jeu de société. C'est un jeu qui est vraiment tout simple. Vous pouvez jouer avec vos enfants sans problème, puisque vous devez sauver des gens qui sont sur l'Atlantide qui est en train de couler. Je me fais maintenant la réflexion que le jeu est devenu The Island et on n'est plus sur l'Atlantide, on est juste maintenant sur une île qui est en train de couler. Mais du coup, c'était mieux avant. Ça collait mieux avant, effectivement. Atlantique. Parce que vous avez des monstres marins, des requins, des pieuvres qui veulent vous ensuite bouffer tous vos personnages. Et donc quand vous êtes plus sur Terre, vous êtes à leur merci, il faut grimper dans des bateaux pour essayer de se sauver. Et dans les bateaux, les requins vous atteignent pas, mais les monstres marins si. Enfin, c'est très, très sympa. Même si c'est des requins sauteurs, ils peuvent pas... Même si c'est des requins, c'est des requins de standard, donc c'est un peu... ils sont pas montés sur ressort. Ouais, les requins, c'est même pas des requins scie pour scier le bois du bateau. Non, rien du tout. Ah, dommage. Il pourrait y avoir des requins marteaux aussi. Il peut y avoir des requins marteaux, mais il y a, encore une fois, il y a un concept à creuser de requins qui travailleraient en équipe. Donc le tournevis, mais sinon... Ouais, c'est ça. On est à peu près bon. Oui, côté roman, je crois qu'on a oublié de citer, on aurait pu le faire au moment où on a évoqué les Pirates des Caraïbes, Sur des mers plus ignorées de Tim Powers, qui est quand même une référence, et pas seulement justement parce qu'il a inspiré Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. On se retrouve avec un roman qui avait été republié justement en 2011 par Brajlon, mais qui avait déjà été publié par J'ai lu. Pour le coup, on est vraiment du roman d'aventure, comme on l'a déjà dit, avec souvent en parlant des pirates, avec un grand A. Et là, on se retrouve avec effectivement magie vaudou, zombies,
barbe noire, puissance maléfique, en tout genre, et donc bien sûr le côté fontaine de jouvence par-dessus le marché. Et c'est vraiment mené tambour battant, c'est très prenant, très haut en couleur, on va dire. Et effectivement, je pense que c'est un roman incontournable si on parle de pirates et de dimension un peu justement fantasy, magique, une histoire. Voilà, donc il fallait aussi rappeler l'existence de Sur des mers plus ignorées. Qui en plus est pas très long, si mes souvenirs sont bons. Une lecture parfaite pour l'été. C'est ça. Merci pour ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Et vous venez d'arriver avec nous sur l'île, dans notre taverne Cozy, de Cozy Piraterie, avec tous ces rhums arrangés. La Elbakin Cozy Taverne, ou quelque chose comme ça. À la jambe de bois, ou un truc encore plus cliché. C'est ça. Pipe et jambes de bois. Parfait. Ça devrait rassembler les foules. Exactement. On espère en tout cas que l'épisode vous a plu, chères auditrices et chers auditeurs, que ça vous aura donné envie de prendre la mer ou au moins d'ouvrir un roman qui sent le sel, les embruns et la poudre noire. Et d'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et également à nous dire quel est votre pirate préféré sur le forum delbakin.net, quel roman maritime vous tient à cœur. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast, de partager également. Si vous a plu, je vous rappelle également que si vous voulez soutenir delbakin.net, vous pouvez faire un don sur la plateforme Helloasso, dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site du même nom. Merci la team et on vous dit rendez-vous De rien. au podcast prochain. De rien. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Enough, Reggie. À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.